Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, pour schématiser, c'est le paradis. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors il n'est pas encore là le paradis, bien sûr, et on s'en rend bien compte. Mais de siècle en siècle, on construit cet état de paradis qui concernera évidemment les siècles prochains. Il faudra encore 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être davantage. Mais l'humanité est orientée dans cette direction, selon ma théorie. Et tout montre que nous allons dans cette... que nous allons vers ça, que nous construisons ça de façon inconsciente. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous construisons pour l'instant, mais je pense qu'on n'est pas loin de la prise de conscience de ce qu'on construit justement. On pourra le déterminer grâce aux nouvelles technologies, à l'IA, à la nouvelle puissance de calcul des ordinateurs. Donc c'est qu'une question de temps. Et à partir du moment où on aura pris conscience qu'on construit effectivement ce paradis, que c'est que cette perfection, cet état de perfection, que c'est notre but, en somme, but inconscient, que c'est notre finalité, comme voilà, la finalité de l'humanité, d'un être humain par exemple, c'est d'atteindre la vieillesse et voilà, c'est la sagesse. À un certain moment, voilà, on commence par être bébé, puis enfant, puis adolescent, puis adulte, puis etc., etc. Puis on transmet ce qu'on a appris, puis normalement, la logique voudrait qu'on atteigne la sérénité. La logique voudra que l'humanité atteigne sa perfection. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, j'utilise de temps en temps des émissions sur France Culture, souvent sur des émissions de philosophie. Et là, c'est une émission qui était consacrée à François Châtelet sur l'évolution de la raison dans l'aventure humaine. Comment la raison est apparue, s'est fortifiée, s'est concrétisé, etc., etc., et a évolué. Alors, on a vu 8 épisodes précédents qui ont concerné Platon, Aristote, et puis il y a eu un grand saut vers Galilée, etc. Bon, bref. Et là, c'est l'épisode, donc, c'est quel numéro d'épisode? Bon, c'est le 9, je pense. François Châtelet, l'exécution de Charles Ier à Londres en 1649 est un bouleversement complet qui pose la question du pouvoir légitime. Donc, c'est un autre... les vidéos précédentes étaient consacrées à la politique, avec Machiavel, avec l'apparition de Machiavel. Et là, l'exécution de Charles Ier, alors je ne connais pas, je ne l'ai pas entendu, je le découvre en même temps, et je commente ou je digresse à partir de cette écoute. Donc je lance l'audio et puis François Châtelet, une histoire on voit de la ce que raison, ça donne. 10e d'une série en 20 C'est la épisodes, 10e. Thomas Hobbes et John Locke, une émission diffusée la première fois le 14 août 1992 sur France Culture. Ah, alors, Thomas Hobbes et John Locke. L'intitulé, c'est l'exécution de Charles Ier à Londres. Mais une histoire de la raison. Les philosophes qui sont en lien, c'était Thomas Hobbes et John Locke. Par François Châtelet. Une série d'Émile Noël.
Aujourd'hui, Thomas Hobbes et John Locke. De l'ancestrale opposition du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, nous avons vu hier deux hommes extraire une idée qui allait devenir l'État. Ces deux hommes sont Machiavel et Plutarque-Jean Bodin. Et avec eux, une coupure s'institue, le monde spirituel avec Dieu et son représentant sur la terre, et puis un monde temporel sous la tutelle d'un souverain. En fait, ce peut être une puissance souveraine d'une seule personne, d'un groupe de personnes ou d'une institution tout entière. En tout cas, il est posé qu'il y a ici-bas un principe qui commande absolument. Avez-vous conclu, en tout cas, hier, François Châtelet? J'aimerais rappeler ce qui était établi Donc il y a deux forces comme précédente rencontre. De pouvoir. La découverte fondamentale de Galilée, ça a été de réunir le monde céleste et le monde terrestre, de montrer que la division faite par Aristote entre le supralunaire et le sublunaire n'a pas lieu d'être, puisque l'un et l'autre sont gouvernés par les mêmes lois. Eh bien, on pourrait dire qu'à l'inverse, Bodin, en 1576, montre qu'il y a deux mondes, qu'il y a le monde de l'âme et du salut, où Dieu est souverain, et puis qu'il y a le monde terrestre, la cité des hommes, pour parler comme saint Augustin, où il y a une souveraineté réelle. Le pas accompli est décisif et il va avoir de très grandes conséquences. Et surtout, il va dévaluer finalement le religieux au profit du matérialisme. Puissance souveraine, la notion d'État dans son acception moderne est désormais définie. Cependant, elle reste pour l'instant complètement abstraite. Nous restons au niveau des idées. Il faut des bouleversements historiques pour que ces idées soient approfondies, défendues, argumentées, et pour qu'elles soient prises en charge par des hommes qui vont en faire des réalités pratiques. Donc, pour bien préciser, à ce moment-là, et ça correspond aussi à l'époque, je pense, de Spinoza, c'est-à-dire que Dieu devient la nature, Dieu devient la réalité. Il n'y a pas de transcendance. Et donc, le pouvoir religieux commence à perdre du pouvoir par rapport au pouvoir laïque, au pouvoir séculier, au pouvoir du politique, en somme. Et donc on s'approche, c'est le début en fait de la laïcité, du système qui va laïciser. Et alors ça a des avantages évidemment, ça permet de ne pas être encombré par le religieux au niveau, le scientifique n'est plus encombré par le religieux, comme par exemple à l'époque de Galilée, il a été encombré par le religieux, qui lui a demandé de renier ses propres découvertes, qui a condamné Giordano Bruno au bûcher, etc. Donc là, c'était le monde scientifique se libérait en fait de la pression du religieux. Et c'était la faute du religieux, parce que le religieux mettait trop de pression, il fallait quelque chose de radical. On ne pouvait pas passer en douceur en disant bon, on va partager le pouvoir en fait. Vous vous occupez de l'esprit, de l'inapparent, du spirituel. Vous préservez
dimension, mais laissez-nous travailler tranquillement au niveau scientifique pour découvrir. Ça, c'était dans un monde idéal, mais on n'est pas chez les bisounours, ça se passe pas comme ça. On est dans un système où un système s'affirme aux dépens du précédent. C'est bien souvent comme ça. Voilà. Ça, je l'ai démontré dans les vidéos précédentes. Or, ces bouleversements se produisent. J'ai déjà évoqué la réforme et les guerres. La réforme, dites de religion, j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Qui sont des guerres d'une très grande cruauté et qui apportent beaucoup de malheur. Mais il y a aussi d'autres événements qui se produisent et nous voici déjà à l'orée du XVIIe siècle. Parmi ces événements, il en est un qui est particulièrement important. Celui qui a lieu en Angleterre. À son origine, des actions contingentes d'un certain nombre d'hommes qui interviennent dans la structure de leur société et qui la bouleversent. Ces hommes, rétrospectivement, on va dire ce sont des bourgeois, ce sont des capitalistes, mais ils ne l'étaient pas à leur origine. C'étaient simplement des gens entreprenants qui ont accompli un certain nombre d'actions en profitant de circonstances favorables et qui ont provoqué un bouleversement complet de ce que nous avons coutume, dans notre vocabulaire moderne, d'appeler la production. Donc, c'est d'un seul coup, il y a le marché qui prend du pouvoir, qui prend avec le marché triangulaire d'ailleurs, comme pire exemple, mais le marché, les industriels, etc., commencent à monter des fabriques, des industries, des systèmes, le commerce se développe et donc ça amène des richesses nouvelles qui sortent en somme, qui concurrencent les richesses traditionnelles qui étaient l'aristocratie, qui étaient liées à l'aristocratie. Et donc cette puissance-là émergente, elle veut sa place, elle veut les rapports de production sa place dans la politique. Transformés par leur action. Des manufactures vont surgir. Dans ces manufactures, des paysans qui ont été chassés de leurs terres par des transformations de la propriété vont entrer et vont constituer le noyau de ce qui sera plus tard le prolétariat. Là, nous n'entrerons évidemment pas dans la discussion de savoir quelle a été l'origine de ce phénomène. Il y a de multiples hypothèses qui s'affrontent. Je ne choisirai pas entre ces diverses hypothèses, car je suis pour ma part convaincu qu'il y a aussi bien des facteurs proprement matériels que des facteurs spirituels qui ont joué un grand rôle dans cet événement. Mais en fait, peu importe bien sûr, c'est secondaire, c'est très important de l'étudier, mais pour ceux qui cherchent à comprendre ces subtilités. Mais ce qui est important, c'est de voir la montée en fait du rationnel, de la raison, du rationalisme dans l'humanité et la chute du spirituel, avec les conséquences qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une oligarchie totalement matérialiste qui a réussi à marginaliser le spirituel dans les limbes et qui se retrouve complètement perdue parce qu'en réalité, elle peut pas comprendre le sens du monde, le sens des valeurs à travers le matériel. Le marché ne peut pas donner, ne peut pas tracer la ligne de l'humanité. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'il fait actuellement. C'est le marché qui donne les valeurs, le système des valeurs, et on voit bien à quel point ça détruit complètement l'esprit humain. Parce que si on doit devenir des bimbos, des winners, comme disait Bernard Tapie ou quoi que ce soit, on voit à quel point c'est complètement absurde. On peut pas donner à tout le monde l'envie
de devenir des dominants. Parce que si le monde était rempli de dominants, ça devient un chaos. Quand les expériences qu'ils ont fait en mettant plusieurs troupes de singes ensemble dans un même endroit, ben, c'est des bagarres à n'en plus finir pour qu'il émerge un dominant et puis des prétendants et des sous-dominants, etc. Donc, plus il y a de dominants, plus il y a de violence en réalité. C'est légitime, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde d'ultra-violent. Parce qu'on fabrique des dominants, on fabrique du narcissisme. Et plus on fabrique du narcissisme, plus on fabrique de la violence. Et donc, on voit le résultat de cette évolution. Et là, on est à la pointe, à mon sens, de ce moment. Peut-être pas, parce que il peut aller encore pire, hein. Il peut aller jusqu'à la catastrophe, en fait. Jusqu'à l'absurde. Mais on sent que le spirituel est en train de réémerger, que le désir d'être heureux commence à primer sur le désir d'avoir du plaisir, sur le désir de prendre du plaisir, etc. Que c'est autre chose qui est en train de se passer. Toujours est-il qu'un nouvel ordre du marché s'institue et que commence à régner ce que l'historien anglais Macpherson appelle l'individualisme possessif. Cette transformation économique ne manque pas d'avoir des effets politiques, car la monarchie anglaise, avec son administration archaïque, avec ses coutumes trop anciennes, ne peut pas répondre à cette nouvelle société qui est en train de se constituer. Des remous très violents se produisent. Et on comprend ce qu'on perd de la monarchie, par exemple. Mais ce qu'on gagne aussi, c'est là où c'est l'évolution, tant qu'elle n'est pas vraiment raisonnée, vraiment liée à la raison, mais à la raison, à l'intelligence qui prend le QI et le QE, le coefficient émotionnel et le coefficient intellectuel. C'est-à-dire qui peut mettre de l'empathie, qui peut mettre de l'écoute de l'autre. Alors là, oui, on peut faire une évolution qui passe en douceur d'un modèle à l'autre, qui utilise encore le potentiel de l'autre, par exemple le potentiel, le meilleur de la monarchie, et l'utiliser dans le nouveau système qui est industriel, quoi, hein, qui est voilà. Et comme aujourd'hui, ben, quand le capitalisme a vaincu le communisme, il a étouffé les valeurs du communisme, l'égalité, la fraternité, etc., les bonnes valeurs. Et il a tout massacré. Au lieu de dire, bon, ben, ok, on vous a vaincu, le mur de Berlin est tombé, l'URSS est tombé, mais on va prendre, en fait, vos meilleurs, toute l'évolution sociale, l'idée d'égalité, l'idée de fraternité, tout ce que vous avez apporté, on va l'inclure dans notre capitalisme et ça va devenir un capitalisme plus harmonieux, plus intéressant. Au lieu de cela, elle a écarté le nouveau dominant, a repoussé au limbe l'ancien dominant, l'ancien prétendant communiste, et s'est retrouvé dans la toute-puissance du libéralisme, dans un libéralisme ultra-libéral. Et c'est ce qu'on vit, qui nous a amené à la dépression, qui met le monde en dépression, parce que on comprend rien avec un système comme celui-là, qui est prédateur, qui écarte les richesses entre riches et pauvres, il cesse d'écarter les écarts dans ce truc. Donc c'est une régression. On sent cette régression. Les parents peuvent pas envisager que leurs enfants seront plus heureux qu'eux-mêmes.
Donc tout est détruit, quoi. Il y a quelque chose qui est détruit. C'est pour ça qu'il arrive à la corde, ce système, ce modèle. Jusqu'au moment où le peuple de Londres s'institue en juge, accomplit un acte extraordinaire. Oula. Un roi de droit divin, et qui a été sacré dans la grande cathédrale, à la tête coupée. Ah, ce n'est pas un régicide pur et simple. Ce n'est pas un coup de poignard au détour d'une porte ou un peu de poison dans un verre, comme cela se produisait en Italie. C'est un jugement qui est suivi d'un effet qui provoque un bouleversement complet, Oui. D'abord en Angleterre et ensuite dans toute l'Europe. Oui, et c'est ce qui a donné la révolution, finalement. Parce que là, on parle de 1600 et quelques, 1649, 1650, 1790, un siècle et demi après, la Révolution française arrive. Donc on voit bien que c'est effectivement, cette exécution de Charles Ier, c'est un moment charnière dans l'évolution. 1649, d'une certaine manière. On ne respecte plus le droit divin. On passe sur autre chose. Une date qui marque le début de quelque chose. Et plus tard, on ne respecte plus, dans la Révolution, on ne respecte plus le pouvoir du religieux. Le religieux, il doit se contenter de ce qu'il est, c'est-à-dire passer au niveau s'occuper du spirituel et uniquement, et ne plus être dans les rouages du pouvoir. La situation en Angleterre s'aggrave très rapidement, Cromwell prend le pouvoir, mais nous ne sommes pas là pour faire de l'histoire. Essayons de comprendre les réactions idéales à cette situation. La disparition de Charles Ier, son exécution plutôt, pose directement la question du pouvoir légitime. Oui, bon, attendez, reprenons un peu le fil. Machiavel a montré qu'il fallait une unité politique pour que la société existe et pour qu'elle se maintienne comme telle. Bodin y a ajouté que cela qui peut assurer l'unité d'une société est nécessairement puissance souveraine, c'est-à-dire souveraine et reconnue par consensus. Alors, une nouvelle question se pose et se greffe sur ces deux principes généraux, celle de la souveraineté légitime. C'est, je suppose, ce qui appelle l'élaboration d'une théorie politique. On voit en quel sens, j'ai dit au début, que Machiavel et Jean Bodin étaient des initiateurs. On va voir maintenant comment Thomas Hobbes et John Locke, deux penseurs anglais, vont être les fondateurs de la théorie politique. Thomas Hobbes... On va arrêter là. Voilà, donc ça démarre un peu lentement parce que mon esprit n'est pas très clair, mais c'est pas grave. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires et visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Merci, à bientôt.